science et bande dessinée. L'image est-elle une bonne alliée pour la science? Les petites cases peuvent-elles parler d'horizons cosmologiques? L'occasion d'aborder la question des outils de divulgation scientifique sous la forme de questions-réponses entre un dessinateur passionné par la science et un scientifique passionné de bande dessinée. Donc pour cette intervention, nous avons Fabien Wellman, qui est un auteur de bande dessinée, qui a travaillé et travaille encore avec de nombreux éditeurs comme Dupuis, Dargaud, Le Lombard, Delcourt, Glénat, je vais en oublier encore. Ben voilà, en gros. Son œuvre en tant que scénariste est éclectique et depuis cette année, il participe activement à un projet innovant, donc je pense qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure, un magazine de BD et de fiction en ligne nommé Professeur Cyclope, coproduit par Arte et qui défend avec enthousiasme de nouveaux modes de narration et de lecture. Oui, qu'on évoquera peut-être en parlant de narration, temporalité, etc. Voilà. Par rapport à la bande dessinée. Alors, j'hésite à vous présenter le deuxième intervenant, c'est Roland Lehoucq, qui est ici chez lui, astrophysicien au CEA de Saclay, vulgarisateur scientifique, président de l'association du Festival international de science-fiction des Nantes, donc les Utopiades, ici. Il s'intéresse particulièrement au rapport entre science et science-fiction. Depuis plusieurs années, il tient une chronique scientifique, Scientifiction de la revue SF Bifrost, ainsi que la rubrique Science et Fiction de la revue pour la science, avec son collègue J.S. Sayer. Alors, science et bande dessinée, associer les deux concepts a-t-il un sens? Tout d'abord, peut-on dresser un panorama de ce que les lecteurs peuvent voir de la science au travers de la bande dessinée, au travers de l'histoire, tout ce que l'on peut voir? Bon, alors je commence. Le président commence. Alors, oui, évidemment, il y a de la science dans la bande dessinée. On pense déjà à Tintin, je dis Tintin parce que j'ai travaillé à une époque avec un collègue astrophysicien sur l'astronomie dans Tintin pour faire une analyse, une enquête scientifique sur les aventures de Tintin, pour déterminer par exemple la position du temple du soleil, ou pour analyser ce qu'on voit là où il y en a le plus de sciences et de techniques qui sont dans les aventures lunaires, dans On a marché sur la Lune et dans Objectif Lune. Donc il y en a, je dis Tintin parce que c'est une ancienne bande dessinée, mais enfin toujours connue, mais enfin dans Gaston Lagaffe, il y a disons de la technique, plus que de la science, plus de la technique. Dans, Wellman nous en dira plus, mais dans les affaires de Spirou, évidemment, il y a Zorglu, enfin il y en a. On voit, c'est pas tout le temps, mais on voit régulièrement dans la science, dans la bande dessinée, on voit des éléments scientifiques ou techniques. Et donc, du coup, la question se pose de savoir, effectivement, si science et bande dessinée sont compatibles. Pour parler de science, alors évidemment, les bandes dessinées, comme les films de science-fiction, comme les œuvres de science-fiction, ne cherchent pas, a priori, à vulgariser les sciences. Néanmoins, on va y revenir peut-être tout à l'heure, avant de passer la parole à Wellman. Néanmoins, il y a aussi des bandes dessinées à visée, disons, pédagogique, à visée didactique, qui ont été créées. L'une des plus célèbres d'entre elles, c'est celle de Anselme Lanturlu, qui a été créée par un physicien qui s'appelle Jean-Pierre Petit, et qui raconte des choses sur la géométrie, sur la topologie, sur les robots, sur la mécanique quantique, et qui sont de la bande dessinée utilisée pour parler de science. Hein, et non pas de la bande dessinée utilisée pour faire une histoire, et dans lesquelles il y a des éléments de science, mais de la bande dessinée utilisée comme média pour parler de science. Donc il y a peut-être deux choses qu'on va pouvoir distinguer dans la discussion. Voilà pour entamer. C'est vrai que historiquement, la bande dessinée que désormais on décide d'appeler art séquentiel pour ouvrir un peu le champ et ne pas se limiter aux illustrés à partir de 1900 ou de Töpfer en 1830. Si on parle d'art séquentiel et si on parle donc des vitraux, si on parle des sculptures gothiques, si on parle même de l'époque des pharaons et de certaines fresques, on se rend compte qu'il y avait quand même une visée assez pédagogique régulièrement, voire d'édification religieuse. Et dans un certain sens, ça a perduré avec une vision beaucoup plus rationnelle et scientifique par la suite. Ce qui ne veut pas dire qu'on doive enfermer la bande dessinée dans cette fonction pédagogique, parce qu'au bout d'un moment, ça finit par laisser entendre que ça n'est qu'un média bon à vulgariser. Alors, je précise que je suis fan de vulgarisation et que je pense que c'est quelque chose de très noble. Il se trouve aussi que je défends le fait que la bande dessinée peut faire autre chose que vulgariser, qu'elle est capable de tout, de vulgariser entre autres, mais aussi d'atteindre des buts extrêmement précis, voire d'être dans la prospective. Reste quand même que c'est un excellent outil de vulgarisation, et je pense qu'un certain nombre d'auteurs, de dessinateurs, de scénaristes l'ont utilisé un peu dans ce sens-là. Après, c'est une question de choix d'auteur. C'est où est-ce qu'on place le curseur de la crédibilité dans un récit. Très clairement, par exemple, quand avec Johan, on a décidé d'envoyer Spirou sur la Lune aussi, après Tintin, après Hergé, on l'a fait d'une manière très très différente, c'est-à-dire que le degré de crédibilité de ce qu'on fait, il est assez proche de zéro, simplement
ça nous amusait de pouvoir rebondir sur des thématiques qui étaient celles justement d'imaginer le tourisme spatial poussé à son extrême, mais on est dans quelque chose qui est assez proche de la parodie, là où Hergé s'inscrivait dans les pas de Jules Verne, d'ailleurs, et s'en est plus ou moins jamais trop caché, quoique d'ailleurs, ça dépend, en essayant de faire quelque chose de beaucoup plus pensé et de beaucoup plus crédible. Donc c'est une question de choix. Moi, selon les projets que je peux faire, je pourrais évoquer tout à l'heure un projet qui sera pour Professeur Cyclope, qui s'appelle Le Dernier Atlas. Parfois, je cherche à atteindre une crédibilité un peu plus forte, parce que c'est un jeu, j'ai envie de proposer quelque chose au lecteur de différent. Et puis quand il s'agit de Spirou et Fantasio, ça devient un jeu avec la science, mais qui est plus comme on ferait un jeu de mots, c'est-à-dire qu'en fait je ne cherche pas à être crédible, je cherche à faire réagir les gens sur des thématiques qui peuvent être des thématiques parfois morales ou éthiques concernant la science, ce qui est encore un peu différent. Donc là encore, pour moi, un auteur va choisir le degré de crédibilité qu'il a envie d'avoir pour tel ou tel récit. Idéalement, il essaie de ne pas en dévier en cours de route, parce que si pendant un récit crédible on se permet quelque chose de l'ordre de la parodie, ça casse le récit. Inversement, si d'un seul coup dans un récit parodique on cherche la petite bête façon hard science, on se fait chier pour rien, enfin soyons un peu clairs quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de récits quand même où la science est un petit peu poussée tellement à l'extrême qu'elle a le mauvais rôle finalement. Si on prend, je remonte jusqu'à Flash Gordon où le professeur est complètement fou. Oui, alors elle peut avoir le mauvais rôle par les personnages qu'il incarne, évidemment, les professeurs fous ou les savants fous, qui sont souvent des chauves barbus d'ailleurs. Allez savoir pourquoi. Bon. D'ailleurs, je commence à me méfier depuis déjà 5-10 minutes. Bon, donc effectivement, elle peut avoir le mauvais rôle par les personnages qui incarnent la science, mais elle peut avoir aussi des rôles tout à fait positifs, de toute façon, même si on regarde, par exemple, un élément de science, je ne vais pas dire de la science quand même, mais dans Astérix, Panoramix, c'est quand même le référent, celui qui sait des choses et qui arrive à faire des choses, bon, ben, c'est plutôt quelqu'un de positif et quelqu'un qui est plutôt gentil et qui cherche avec sa potion magique, bien sûr, mais à soigner aussi quand il y a le coup du menhir, par exemple, le fameux coup du menhir, il essaie de trouver la solution, enfin lui ou d'autres essaient de trouver la solution pour se sortir de mais d'ailleurs, c'est un bon exemple de la manière dont la science peut être utilisée dans une bande dessinée ou un roman de fiction, à savoir un équivalent de magie. Quand on parle je sais pas, Buck Rogers ou Flash Gordon, honnêtement, le degré scientifique, d'exactitude scientifique de ces séries, il est plutôt de l'ordre de dire, bon, on dirait qu'on peut se téléporter à l'autre bout de la galaxie. Comment, de quelle manière, on s'en fout, c'est magique. Et d'ailleurs, on voit que tout ce qu'on appelle le space opéra a récupéré finalement cette espèce de côté pseudo-scientifique qui en réalité permet d'avoir des images extrêmement fortes que d'ailleurs je revendique en tant qu'auteur. Moi j'aime bien me dire qu'un sabre laser c'est très beau et j'ai pas forcément besoin de me poser la question de comment ils arrêtent le laser au bout, même si j'aime bien que des scientifiques essaient de se poser ces questions et que je reste un fervent lecteur justement d'articles de vulgarisation sur ces sujets. C'est vrai qu'il y a aussi des situations où les auteurs, alors là je pense à Superman par exemple, Superman de la version comics, des auteurs qui cherchent à justifier l'extraordinaire de leur héros, c'est-à-dire au début de Superman est tout de suite très fort. Il soulève des voitures, il les projette sur les bandits, bon, il est tout de suite très fort, ça c'est sa caractéristique essentielle. Mais évidemment, pour justifier, on pourrait dire il est très fort et puis débrouillez-vous avec ça. Mais il est tellement plus fort qu'un athlète humain que, bon, à la fin, les auteurs ont senti la nécessité d'expliquer pourquoi il était très fort. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils auraient pu l'expliquer par la magie ou par c'est comme ça. Donc du coup, d'une certaine façon, ne rien faire, ou en tout cas botter en touche. Mais ils ont choisi de l'expliquer avec un argument physique extrêmement intéressant, qui est de dire que Superman est un extraterrestre, ça vous le savez bien, il vient de la planète Krypton, et la gravité de la planète Krypton étant beaucoup plus forte que celle de la Terre, alors Superman a des muscles habitués à une gravité bien supérieure à celle de la Terre, et quand il arrive sur la Terre, la gravité étant ce qu'elle est, elle est plus faible, il a des super muscles, enfin des muscles suradaptés finalement à la gravité terrestre, il se retrouve à être capable de faire des exploits qui ne sont pas possibles pour nous humains sur Terre. Et bien ça c'est un argument qui se défend pas mal. Il n'y a qu'à voir les astronautes quand ils sont sur la Lune dans un sixième de gravité terrestre, la gravité lunaire est 6 fois plus faible, votre poids sur la Lune finalement est 6 fois plus faible que sur la Terre. Et en dépit de leur gros scaphandre, ils sont capables de faire des bonds de 50 cm de haut, ce qui n'est pas facile à faire si vous mettez 120 kg sur le dos, n'importe qui dans la salle, vous mettez 120 kg sur le dos, vous essayez juste de marcher. Je ne parle même pas de faire un bond de 50 cm. Mais dans la gravité lunaire, on peut le faire. Donc l'argument est raisonnable, il y a des petits défauts, mais disons que l'argument physique est raisonnable, et ça c'est intéressant. Et c'est curieux parce que ces deux auteurs-là, ils étaient jeunes, ils avaient 18 ou 19 ans quand ils ont créé Superman, mais ils ont cherché à donner un argument scientifique fort pour justifier de la force de Superman. Bon, puis après, Superman a évolué au gré des scénaristes et de ses dessinateurs. Il s'est retrouvé à faire des trucs incroyables sans chercher à le justifier. La justification, c'est Superman. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même que si on gratte un peu, ça tient rarement la route très longtemps. C'est ça un peu notre enfer d'auteur.
C'est que, imaginons que je viens de lire dans Science et Vie Junior, que je dévore régulièrement, parce que je trouve ça justement vachement intéressant et je comprends les articles, ce qui change de Science et Vie. Donc, je lis un article, imaginons sur la gravité, je suis super content, je commence à faire, ouais d'accord, j'ai trouvé le truc, mon super-héros, imaginons, je me projette en 1930 et des poussières, 38, j'invente Superman, je suis super content de moi. Ce qui risque de se passer, c'est qu'un conte scientifique, un de ces méchants à barbe et chauve, va commencer à me dire « Ah oui, mais c'est marrant ce que tu dis parce que c'est vrai pour la super force machin, mais ce que tu oublies c'est que… » Et il va me sortir 15 contre-arguments qui vont m'expliquer que mon Superman n'a aucune chance d'exister. Alors quand ils sont sympas et qu'ils disent genre « Ah ouais, allez, il y a une licence poétique, ils vont pas trop m'emmerder », si par contre ils ont décidé de me briser, ils le feront très facilement parce qu'en réalité ça ne tient pas la route. Donc la difficulté qu'on a nous en tant qu'auteurs, elle est de raccorder deux wagons qui ne sont pas raccordables. Je vais prendre un exemple justement concret avec le dernier Atlas pour vous donner un peu le type de thématique dans lesquelles je me débat. Le dernier Atlas, je pars d'une envie qui est très simple, très basique, c'est je veux faire une histoire avec un robot géant. Voilà, j'ai aimé Goldorak, j'ai aimé le Roi et l'Oiseau, j'ai aimé le Géant de Fer, je veux un robot géant humanoïde. Pacific Rim. Voilà, sauf que, alors non justement, j'ai pas aimé Pacific Rim, mais bon, c'est un autre débat. Donc je vais voir et je m'entiche de l'idée que je vais rendre ça crédible. Parce que je veux que ça soit une uchronie en France, pendant les événements en Algérie, je veux que mes robots soient utilisés pendant la guerre d'Algérie, mais aussi pour construire des bâtiments pendant les 30 Glorieuses. Donc j'ai envie un petit peu d'inscrire ça dans un cadre, somme toute, un peu réaliste. Qu'est-ce que je fais? Je commence à me dire qu'est-ce qui existerait de grosses machines dans les années 50-60 qui puissent être à peu près un équivalent. Je dis un sous-marin nucléaire. Banco, je vais aller voir des sous-mariniers nucléaires. Alors, imagine déjà leur tête quand je leur dis alors j'ai une petite question à vous poser. Ça serait pour un robot géant. Alors, déjà il y en a une partie qui s'en va. Et non, il en restait encore. Et après ils disent et il ressemblerait à quoi votre robot? Je dis quand même un être humain de 50 mètres. Donc là il y a toute une autre partie d'ingénieurs nucléaires qui sont partis. Et les 3-4 qui sont restés, parce que ça les amusait de par les bandes dessinées et qu'ils avaient justement plutôt un a priori positif en disant allez on va s'amuser, m'ont aidé à réfléchir à ça. Et il y en a qui l'ont vraiment fait très très bien. Je pense à un des anciens sous-mariniers nucléaires qui est devenu directeur technique de la Tour Eiffel, un type passionnant, qui a commencé vraiment à se prendre au jeu en me disant bon alors voilà, votre truc il fait 50 mètres de haut, pour des raisons de licence poétique il a une forme humaine, ok, j'accepte. Il faut que vos réacteurs nucléaires, il en faudra 2, soient dans chaque jambe pour équilibrer un peu votre robot. Après il y a un problème de prise au vent, et il commence à me parler de la prise au vent. Donc on en discute, c'est super. Sauf qu'il y a un moment quand même où il fait un petit calcul de poids, et il me dit, bon, simplement, il va peser 1 milliard de tonnes, il va s'enfoncer dans le sol, et donc on est obligé de s'arrêter. Parce que, quoi qu'il en soit, à un moment donné, un robot nucléaire de 50 mètres de haut, c'est idiot. Et c'est ça que je veux en même temps. Je veux que ça soit un robot nucléaire de 50 mètres de haut. Donc, à quel moment je m'arrête? Et j'en discutais beaucoup avec le co-scénariste, Gwenaël de Bonneval, qui est un des fondateurs aussi de Professeur Cyclope. Et en gros, il m'a dit, ne te perds pas dans une recherche vaine de crédibilité, parce que de toute façon, tu n'y arriveras jamais. Par contre, qu'à un moment donné, dans l'histoire, on puisse avoir un personnage qui dit « Ah, mais est-ce que tu as pensé à tel truc lié à la pile nucléaire ?» et que ce dialogue soit un peu crédible, et que ça soit pas juste un dialogue façon « Hé, Actarus, tu t'es recoiffé juste après ta méta-goldorisation ?» qui n'a pas un sens fou, et que j'ai envie que ça fasse un peu crédible. Là, d'accord, ce genre de dialogue, j'ai pu les inventer. Simplement, quand il s'est agi de vraiment crédibiliser ça jusqu'au bout, je me suis arrêté en me disant non, en fait, ça n'aidera pas à grand-chose de fabriquer un robot de 50 mètres pour construire des immeubles, même si j'essaie de l'expliquer de manière d'une autre. Et pareil pour un terrain de guerre, en fait, en réalité, un avion ou des troufions seront 10 fois plus efficaces. Bien sûr, mais là, du coup, ce niveau de profondeur que tu évoques là, il est intéressant parce que tu peux faire un truc complètement magique, entre guillemets. Bon là il faut y croire, on dit ok ça roule, c'est magique. Mais tu peux pas aller à la profondeur maximum faire le vrai robot, parce que peut-être si ce vrai robot était faisable, peut-être il aurait déjà été fait finalement, ou quelque chose comme ça, quelque chose ressemblant à ça existerait déjà. Donc il y a un endroit où il faut s'arrêter. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir une profondeur, je suis tout à fait absolument d'accord, d'avoir une profondeur suffisante pour qu'on y croit bien, et que si on gratte un peu, ça marche encore. Et du coup, ça veut dire que tu ne vas, entre guillemets, rouler que ceux qui sont capables de gratter 2 fois un peu, et pas une fois un peu. Ça. Voilà. Alors moi, je gratte 2 fois un peu. Voilà, et c'est pour ça que tu es un méchant. Ah non, je suis un méchant. Un méchant de science-fiction. Parce que moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est quand il n'y a rien à dire, quand c'est Harry Potter, par exemple. Alors, c'est pas de la bande dessinée, mais enfin, quand c'est quelque chose comme Harry Potter, en gros, c'est de la magie. Bon, bah, ok, c'est de la magie, on appuie poète, ça marche. J'ai rien à dire de ça. Quand c'est avec beaucoup de crédibilité, c'est un truc chiant. C'est-à-dire, c'est utiliser la BD pour parler de science, et c'est plus une bande dessinée, c'est plus une histoire. Enfin, je dis chiant, au sens, c'est plus de la bande dessinée pour moi. Ça raconte plus une histoire, ça raconte la science. Et ça utilise le dessin ou la bande dessinée pour le faire.
Alors évidemment, quand je dis c'est chiant comme peut être la science si on l'aime pas. C'est un peu plus austère. C'est plus austère, voilà. C'est plus une histoire. Il n'y a plus l'histoire, il n'y a plus la licence poétique dont tu parles. Donc le niveau intermédiaire, moi je l'apprécie beaucoup. Ce niveau, on sait bien que tout ne tient pas la route. Mais moi, comme, disons, aimant parler de science, en prenant comme prétexte, ou en prenant comme support, disons, les supports de l'imaginaire, que ce soit la bande dessinée ou le cinéma ou de science-fiction, la littérature de science-fiction, moi j'aime bien que ça soit un peu profond. Parce que précisément, on peut commencer, je parle avec des étudiants ou avec des jeunes gens ou avec des gens non habitués à la science mais qui en connaissent un peu ou qui sont capables d'absorber quelques connaissances scientifiques, on peut creuser un peu là-dedans, se rendre compte qu'il y a une profondeur et on sait bien qu'à un moment donné, la cohérence se brise. Dans le cas de Superman, la cohérence c'est mais pourquoi les muses de Superman ont-ils gardé la mémoire de ce qu'ils auraient dû être sur Krypton, alors qu'il est arrivé bébé sur Terre et qu'il a vécu 20 ans dans une gravité qui est celle de la Terre, et donc ces muses ont dû se déshabituer, perdre la mémoire de ça. Donc l'argument est très bon au départ, mais il y a un petit drawback, il y a un petit problème derrière. Donc moi ça ne me gêne pas du tout, mais ce qui est intéressant c'est d'avoir déjà un premier pas un peu, comment dire, profond. Ça permet de commencer cette enquête, ça permet de commencer à travailler quand on veut parler de science à propos de bande dessinée, et après bien sûr on sait bien que ça s'arrête, mais ça c'est pas un problème. C'est un peu, on pourrait comparer ça aux arrière-plans d'une scène de théâtre. La plupart des spectateurs ne monteront pas sur scène et n'iront pas voir l'arrière-plan vaguement peint qui dirait c'est la mer ou c'est la forêt. Et si on s'approche, on s'aperçoit que c'est assez mal gaulé. C'est assez en fait semblable quand on écrit une histoire. Ce qui est assez intéressant en tant que spectateur d'une œuvre ou lecteur d'une œuvre, c'est de repérer les petits signaux cachés qui montrent qu'on est en train d'atteindre cette limite de décor mal peint. Souvent il y a quelques indices, j'appellerais ça l'esquive, du style quand quelqu'un pose vaguement une question, en fait on ne répond pas à la question, on fait genre « Oh regarde là-haut !» C'est un peu ça, c'est souvent un peu comme les illusionnistes qui savent très bien qu'il faut attirer l'attention quelque part pour surtout pas évoquer les détails qui fâchent. C'est évident que dans mon histoire d'Atlas géant, jamais je n'aborderai le poids de mon putain de robot parce que c'est le moment où on va me dire mais ça tient pas la route ton truc, donc par exemple jamais je parlerai de ça, je parlerai d'autres trucs, j'attirerai l'attention sur d'autres choses. Il y a un autre effet de style d'auteur que je trouve assez amusant, surtout quand je le vois chez d'autres, parce que quand c'est moi je suis pas très fier, mais je me rappelle par exemple je crois que c'est dans Looper que ça m'a frappé la dernière fois, parce qu'il y a toute une histoire de paradoxe temporel très compliqué dans Looper, et il y a un dialogue à un moment donné où on sent que l'auteur s'adresse au public en disant « Et là, c'est vrai que c'est très compliqué, et il passe très vite à autre chose. » À un moment donné, je ne sais plus comment c'est dit, je me rappelle l'endroit, c'est une espèce de bar, et il y a un dialogue qui appuie là où ça fait mal, du style « Mais non, en fait, ça tient pas la route. » Il y en a un qui fait « Eh ouais, c'est sacrément bizarre, je préfère même pas t'en parler. » Voilà, et en fait, tu fais genre « Ok, ouais, d'accord, j'ai saisi. En fait, tu ne veux pas en parler parce que ça ne tient pas la route. » Et parce qu'effectivement, là encore, les paradoxes temporels, quand on creuse en général, c'est casse-gueule. Je m'adresse ici avec le regard vigilant de Denis Bajram qui essaie, lui aussi, avec maladresse, mais de résoudre ces problèmes de paradoxe temporel. Mais on en est tous là. J'ai d'ailleurs fait pour la série Green Manor, qui est victorienne, donc on n'est vraiment pas du tout dans la hard science, une histoire de machine à remonter le temps qui en fait ne marche pas. C'est un lord vient en voir un autre en disant « J'ai trouvé l'astuce pour me débarrasser de toi à jamais, ce qui se déteste. Je vais inventer une machine à voyager dans le temps, remonter en arrière, le paradoxe classique. Empêcher ta naissance, c'est le meurtre parfait. » Et le type en face lui démonte ses arguments un par un en disant voilà pourquoi tu es vraiment le dernier des idiots d'y croire ne serait-ce qu'une seconde, et il l'humilie complètement de bout en bout. Et ce genre de réflexion de casser le paradoxe temporel est plus facile que de le fabriquer. Donc j'ai du coup beaucoup plus d'admiration pour ceux qui essaient de fabriquer un vrai paradoxe qui marche, quoi. Et là, tu faisais référence à Looper, donc un film finalement. Mais il y a une certaine similarité, en tout cas narrative, entre un film et une bande dessinée. Si on prend les cases de la bande dessinée ont standard avec des cases, il y en a qui ont fait des BD sans cases. Et si on empile les cases les unes sur les autres, on en rajoute un peu entre les deux, et on fait passer ça à 24 images, ça fait un film finalement. J'aime bien cette définition de la transposition. Mettez une BD dans un mixeur et ça donne un film. Non, mais si on prend le film, si on étale les images du film... En tout cas, ça peut servir de storyboard. Voilà. Parce que les storyboards, évidemment, sont des... Mais est-ce qu'il n'y a pas justement dans la narration, voilà, je vais revenir sur un autre point, je vais voir où je vais en venir, c'est que finalement, le film, ça a l'air naturel, comme la vie, si j'ose dire. Encore une fois, je dis ça un peu naïvement, probablement, parce que ça bouge, et ça bouge, et ça se passe dans le temps. Et les deux dimensions de l'espace, dans l'espace du film, et dans le temps, on est là, et l'aiguille tourne quand on regarde le film, et elles ont l'air naturelles, comme dans la vraie vie, où on parle, là, il y a un espace, et il y a le temps, et ça se déroule, et vous vous embêtez, et vous dites non, c'est génial. Dans la BD, on passe du temps à la lire, mais si on prend le temps de la BD,
c'est pas du temps. Il n'y a pas la BD et puis il y a un troisième axe dirigé vers je sais pas où, qui est le temps de la BD. C'est de l'espace, c'est du temps plutôt qui est spatialisé, c'est juxtaposé. Et donc il y a quand même des aspects, enfin je veux dire, si on veut maintenant parler plus fondamentalement d'un aspect de la physique qui est très important, qui est l'espace et le temps, qui a occupé des gens sérieux, par exemple Einstein, et d'autres encore maintenant. J'ai pas lu ses comics, lui. Pas lu ses comics. Il y avait un méchant aussi. Il y a un méchant, il a une barbe aussi, mais il n'est pas chaud. Et donc cette histoire d'espace et de temps, moi ce qui m'intéresse aussi dans la BD, c'est aussi donc la science qui est dedans, qui peut être présentée par je sais pas Champignac, par qui vous voulez, par des personnages qui sont des images de scientifiques et qui font des éléments scientifiques et techniques, mais aussi la BD comme structure scientifique, c'est-à-dire comme matérialisation d'un objet curieux qui spatialise du temps. Et il se passe quelque chose entre les cases, le cerveau arrive à les boucher toute seule. Alors dans le cinéma, c'est bouché 24 fois par seconde, et donc le cerveau ne fait pas plus d'efforts que pour voir ce qui se passe autour de nous. Alors que dans la BD, il y a un espèce d'effort. Et donc du coup, est-ce que ça impose donc cette spatialisation du temps, ce découpage en cases avec des bords, hein. Les cases, c'est un espace... Pourquoi il y a des cases, il y a des BD où il n'y a pas toujours de cases. Des cases avec un bord, quand il sort le bras, le bras, il manque un bout, quoi. Enfin, peut-être on peut suggérer il y a le chat fait ça très bien aussi. Il y a des choses géniales dans le chat de Gueluc. Oui, ou Fred avec Philémon qui jouait énormément sur ça. Fred avec Philémon, exactement. Et donc voilà, est-ce que cet aspect-là, pour un scénariste de BD ou pour un auteur de BD, un dessinateur, que tu n'es pas mais que tu dois connaître quand même ce monde-là, est-ce que cette histoire des rapports entre l'espace et le temps dans la BD, ça impose des contraintes? J'imagine que oui. Mais quel genre de contraintes ça impose et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Là, je fais un exercice de spéculation. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en bande dessinée, spécifique à la bande dessinée, que ne pourrait pas faire le cinéma, que ne pourrait pas faire l'écriture narrative de la SF ou l'écriture narrative d'un essai de vulgarisation scientifique et que pourrait faire la bande dessinée? Je dis ça au débeauté. Non, mais et puis c'est un sujet, alors c'est passionnant, on n'a plus qu'une demi-heure, il nous faudrait 6 jours, un séminaire complet. Oui, il y a un rapport, je pense qu'il y a un rapport très profond et viscérale entre le rapport au temps et l'espace et la bande dessinée. Alors déjà, de manière très rapide, la différence évidente que tu évoquais par rapport au cinéma ou au dessin animé, entre l'art séquentiel et ces arts-là, qu'on compare souvent parce qu'ils abordent des sujets qui sont souvent ceux du genre, de la science-fiction, du fantastique, etc., mais qui sont quand même par essence très différents l'un de l'autre, c'est que tout ce qui est film, audiovisuel, animation, impose un rythme de lecture ou de visionnage aux gens qui sont dans la salle. C'est-à-dire qu'après, on peut le percevoir. C'est un autre aspect qui m'intéresse, c'est la perception subjective du temps. On peut avoir l'impression que tel film qu'on vient d'aller voir au cinéma dure 6 heures, parce qu'il est chiant. C'est comme Wagner, c'est ça? Voilà. Au bout de 3 heures, tu regardes ta montre et tu as vu que ça a commencé il y a 30 minutes. Voilà, c'est ça. Donc il y a effectivement éventuellement cette perception du temps. Mais fondamentalement, Wagner, si on regarde juste avec une montre, le film qui fait 3 heures fait 3 heures, point barre. Ou s'il en fait 2, il en fait 2. L'art séquentiel, et je l'appelle comme ça pour éviter bande dessinée là encore, parce que par exemple le vitrail c'est de l'art séquentiel, avait une vertu qui était souvent d'être accompagné, un peu d'ailleurs comme les premiers films muets, accompagné d'une sorte de battleur, dans le cas présent pour les vitraux et les sculptures c'était plutôt un prêtre en réalité, qui montrait les vitraux pour appuyer son propos en disant voilà, regardez tel saint comment il a terminé, mais il remonte parfois en arrière et il remonte un autre vitrail qui était en réalité en amont. C'est-à-dire qu'il y avait une vertu pédagogique, on l'a évoqué, mais aussi quelque chose de très fluctuant dans le rapport au temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans cette linéarité où on ne peut jamais remonter en arrière. Je ne dis pas qu'avec un DVD, on ne peut pas revenir, bien entendu. Moi, ce que j'aime bien dans les films de science-fiction pour les analyser, c'est que contrairement à la réalité physique habituelle, on peut faire pause, voilà. On peut regarder, on peut bien regarder. Alors des fois, ça c'est devant vous, c'est fini. L'éclipse totale de soleil, elle est finie, mon ami, et la pause, on n'a pas pu faire pause. Non, c'est vrai. Donc c'est voilà, le seul moyen qu'on a de renouer un peu avec cette façon de lire, c'est avec le DVD et une autre façon de faire. Mais si on parle d'une BD classique par rapport à un film classique qu'on va entre guillemets subir de manière passive dans une salle, la BD, l'art séquentiel, a cette différence majeure que c'est toujours le lecteur qui choisit son rythme de lecture. C'est vrai aussi des nouvelles formes de narration de bande dessinée, puisqu'on évoquait Professeur Cyclope, que je vous engage à aller voir sur le site d'Arte, Professeur Cyclope, arte.tv, il y a une version gratuite. On essaie de rebondir sur des formes de narration que Balak et Malek, qui sont des gens que vous devez connaître aussi, ont appelé le turbomédia, c'est-à-dire des formes de narration qui sont entre le case à case, un peu d'animation, enfin c'est un genre un peu métis, d'autres diront bâtard, mais moi je trouve que c'est plutôt métis, qui invente de nouvelles formes de narration. Reste quand même que le point commun avec l'art séquentiel, c'est qu'on choisit de cliquer en avant, en arrière, on peut remonter, revoir une séquence, profiter d'une image pendant 1 minute, et puis en lire 12 en un quart de seconde parce qu'on a envie de zapper.
Ce rapport-là au temps, pour moi, il est très important parce qu'il est très lié à l'enfance. Or, j'ai un rapport à la bande dessinée qui est très lié à l'enfance. C'est quand même là où j'ai passé le plus de temps de ma vie à relire et relire et relire des albums, à m'en imprégner. Et quand par exemple je fais une série comme Seul, qui s'adresse quand même plus à des enfants, même si c'est tout public, mais ça s'adresse plus à des enfants, j'ai vraiment cette notion du temps, cette temporalité-là en tête. J'en rajouterai une autre, parce qu'en fait c'est multi-sujet, ce qu'on évoque le rapport au temps. C'était le rapport au feuilleton, l'aspect feuilletonesque et l'attente d'un an entre deux albums, qui suspendait le temps, alors même que ça pouvait être des fois un peu à la Rouletabille, un personnage qui est accroché à une falaise, on s'arrête, et un an plus tard, on va savoir s'il s'en sort. Alors, je ne vous dis pas les crampes du type. Des fois l'album il sort pas, des fois ça m'énerve. Et des fois l'album ne sort pas. Et ce rapport-là aussi, il est intéressant. Et par exemple, dans Seul, pour ceux qui connaissent un peu la série, les enfants sont dans une sorte d'autre dimension que j'ai appelée à un moment donné la 4e dimension et demie. Parce que c'est une dimension cachée à l'intérieur du temps. C'est très lié à cette notion de subjectivité du temps, un peu comme dans un rêve, où on sait qu'en un quart de millième de seconde, le cerveau est capable de créer un univers complet, une temporalité très très longue. Par exemple, juste avant que votre réveil ne sonne, vous avez inventé un rêve qui va se terminer par la sonnerie de votre réveil. Donc ça montre bien la rapidité du cerveau. Je pars du principe que ces enfants seraient peut-être dans cette temporalité-là. Et à un moment donné, dans le tome 9, donc je ne l'ai pas encore évoqué, je fais un parallèle avec le temps de lecture des lecteurs de la série. C'est-à-dire que ces enfants qui sont dans cette dimension se rendent compte que le temps des vivants, ailleurs, on est un peu dans du cadique pour enfants, se déroule beaucoup plus rapidement que le leur. Et en réalité, c'est celui des lecteurs. J'ai fait en sorte que ce soit un parallèle. C'est-à-dire que quand les héros vivent une aventure, il se passe un an du côté des vivants, et dans le cas présent, les vivants, c'est les lecteurs. Donc ce rapport-là, il est aussi assez passionnant pour moi de me dire qu'il y a une temporalité inhérente déjà à la narration bande dessinée. Là encore, ce qui fait qu'on pourra en parler des heures, c'est que Scott McCloud en parle très très bien dans L'Art Invisible. Il évoque aussi des temporalités différentes dans une même case. Quand il y a 5 dialogues dans une même case, en réalité, ça n'est pas une seconde. C'est une minute en train de se dérouler dans un seul et même dessin. Et puis, donc c'est sans fin. McCloud parle aussi de ce qui se passe entre les cases. Je trouvais ce passage passionnant. Donc, tout à fait. Où, entre les cases, on bouge automatiquement tous les événements qui se passent entre les cases. Et c'est pas un espace vide en réalité. C'est un espace quantique. C'est un espace quantique. Parce que surtout quand on doit tourner la page et qu'on se dit le chat est-il mort ou pas mort? Alors justement, en parlant de cette temporalité, il y a un auteur de BD qui s'appelle Marc-Antoine Mathieu qui avait inventé l'anticase. Alors là c'est génial, c'est dans L'Origine je crois, dans son album qui s'appelle L'Origine. Alors quand on ouvre l'album pour la première fois, on ne s'en rend pas compte que les pages sont encore un peu pas collées, mais elles accrochent bien l'une à l'autre. Et à un moment donné, donc on lit, ça va très bien, les cases se succèdent, et puis on ouvre, et là, on est un peu surpris parce qu'il y a un trou rectangulaire dans la page. Et en fait, une des cases que vous avez lues, c'est celle de la page de derrière. Et vous fermez, vous ouvrez la page, vous la posez, donc du coup, le trou se retrouve sur une des cases que vous avez déjà lues, mais vous la lisez dans la nouvelle page. Alors là, je trouve que c'est un procédé, c'est là où c'est absolument génial, parce que c'est à la fois jouer sur le temps et sur la structure même de l'album, pour simplement en mettant une anticase, qui n'est pas de l'antimatière évidemment, comme disait comment il s'appelle, De Vos, l'antimatière c'est un trou avec rien autour. Donc là il y a un trou et il y a la BD autour, mais ce trou-là vous donne une fenêtre sur la page suivante, donc une fenêtre dans le temps, sur le futur, qui s'insère dans la narration présente, ce que vous êtes en train de lire, et quand vous refermez cette fenêtre, elle donne une fenêtre sur le passé, sur un événement qui est déjà passé, une case déjà passée, et qui s'insère dans le nouveau présent, qui est la nouvelle page que vous êtes en train de lire. Et ça, j'ai trouvé un procédé absolument génial de jouer sur le temps et d'intégrer naturellement donc deux cases qui sont l'une présente, puis qui devient passée, et l'autre qui est future et qui devient présente. Et ça joue super bien sur cette... c'est encore plus subtil que simplement la narration séquentielle spatialisée du temps avec la séquence de cases, quoi. Mais c'est que conseiller et reconseiller de relire Marc-Antoine Mathieu, qui est un des rares auteurs de BD à jouer avec ces codes-là, avec tous ceux que je qualifierais d'Oubapiens aussi, c'est-à-dire que les gens qui appartiennent à l'Oubapo, version bande dessinée de Loulipo, qui est l'ouvroir à livre potentiel. Donc en très rapide, c'est des gens qui essaient de la littérature sous contrainte ou de la bande dessinée sous contrainte en s'empêchant par exemple de faire des cases horizontales, mais elles seront que très, très hautes et très verticales. Où ça sera, dans le cas de La Disparition, le fameux roman, un roman sans E, sans la lettre E. Marc-Antoine Mathieu, à certains égards, s'inscrit là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est que avec le numérique et la lecture numérique, on est en train de se réapproprier ces contraintes, parce qu'en fait, tout simplement, les nouvelles narrations peuvent permettre des nouvelles choses, voire imposent de nouvelles contraintes techniques. Avec cette notion du temps, je pense à un exemple qui moi m'a assez bluffé, de Jimmy Beaulieu,
Alors, il faut que je remette un peu dans le contexte de comment il a fait ça. Dans la revue Professeur Cyclope, j'ai une rubrique érotique dans laquelle je demande aux gens de me raconter des histoires de cul. Donc c'est assez passionnant, moi en tout cas je me régale, et je recommunique ça à mes lecteurs. Et ensuite, l'idée c'est que comme c'est numérique, je propose à des auteurs d'illustrer ces histoires. Donc ils choisissent dans le lot d'histoires que j'ai déjà écrites, il y en a quand même à peu près 200, donc ils ont de quoi choisir. Ils choisissent celles qu'ils aiment bien et ils peuvent l'illustrer avec un GIF animé. Ce que permet, alors je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas, enfin ici ça me surprendrait quand même, mais le GIF c'est donc une petite boucle d'animation, simplement, c'est-à-dire que c'est toujours la même animation, c'est typique des fameuses émoticônes qu'on va trouver en fin d'un mail avec un petit sourire en boucle, c'est souvent idiot dans le cas de l'émoticône, mais enfin ça montre le principe. Et Jimmy Beaulieu a une idée géniale, donc c'est un auteur québécois que je vous engage à lire, hein, c'est un type génial. Pour une des histoires, c'était un type d'une quarantaine d'années qui m'a raconté comment enfant, comme il n'avait pas accès tellement à de la pornographie facilement, il s'inventait ses propres idées et donc il les écrivait sur une petite liste et il a retrouvé la liste, il me l'avait montré. Et Jimmy Beaulieu a pris cette histoire, il a fait un dessin où on voit le type gamin en train d'écrire ses histoires dans le noir, assez excité, et dans le fond, qui est un fond noir, on voit apparaître par flash des flashs pornographiques mais qui disparaissent juste après. Voilà quelque chose que la BD ne permet pas, parce qu'en BD on montre ou on ne montre pas. Au cinéma on peut se permettre un flash, genre quelqu'un ouvre une porte, la referme, on a vu quelque chose, on a entrevu. C'est quelque chose qui joue beaucoup sur l'érotisme, ça joue aussi beaucoup dans l'horreur. Une bonne partie d'Alien, le premier Alien, joue sur le fait qu'on a entrevu l'horreur. Et après, le cerveau ne sait pas trop ce qu'il a vu, et on sait que l'obscurité est chargée de quelque chose d'effrayant. Par contre, si on fait avec le DVD, c'est le cas, un arrêt sur image dans Alien, on casse une bonne partie de cet effet, parce qu'on se dit « Eh, mais dans le noir, c'est un mec avec un mauvais costume !» Et on voit le micro du perchman. On voit le micro, voilà. Si le gars a merdé à côté, voilà. Mais le fait est quand même qu'on peut jouer avec ça. Ici, Jimmy Beaulieu a eu cette idée assez drôle de se dire bah, ce gamin est en train d'avoir ses flashs érotiques, si je les montre, je casse cet effet, je vais les montrer très vite, en plus ils sont très très colorés. Et donc après, ce qui a été drôle, c'est qu'avec la rédaction, le jeu s'est porté sur la durée de la boucle, la rapidité de la boucle. Si on allait trop vite, c'était subliminal. Donc les gens voyaient juste un enfant qui écrit, avait une érection, et ça nous posait des problèmes. Parce qu'on disait non, on ne peut pas laisser passer ça. Donc on les a ralentis un peu, mais il ne fallait pas trop les ralentir, parce que sinon on voyait ce que ce gamin imaginait. Et c'était moins drôle. Là, en l'état, on sait que les lecteurs, la plupart du temps, ont regardé cette boucle pendant 1 minute, en essayant de comprendre exactement ce qu'ils voyaient, en disant « Oh !» Non !»« Oh !» Et en boucle, etc. Ça, c'est passionnant. Je ne dis pas que tous les illustrateurs de cette rubrique ont eu ce genre d'idée, bien entendu, non. Parce qu'après, il faut que les auteurs s'accaparent ces nouvelles techniques et les nouvelles contraintes qui vont derrière. Mais toute l'inventivité que ça permet, ça, c'est infini et ça, c'est vraiment génial. Parce que ce dont tu parles là, sur les nouvelles techniques qui permettent de jouer avec la bande dessinée, ça me fait penser encore à Marc-Antoine Mathieu, que j'aime beaucoup, qui était là l'année dernière d'ailleurs, qui n'a pas pu venir cette année, on l'avait réinvité, il n'a pas pu venir. C'est honteux. C'est honteux. Alors, je le hais d'ailleurs personnellement, il reviendra sûrement une autre année. Avec son album 3 secondes. Alors 3 secondes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait, l'œuvre elle est double en fait. Et à mon avis, l'œuvre BD et papier et pas l'œuvre première. L'œuvre première, c'est l'œuvre numérique. Qu'est-ce qui se passe? C'est assez mathématique dans sa présentation, c'est 66 pages, donc 33 feuilles, 9 cases, 3 par 3, 9 cases par feuille, et on voit un zoom, on voit une scène, et on voit cette scène de plus en plus proche sur les 9 cases, et puis il y a la suivante, de plus en plus proche, et on fait un zoom, une espèce de zoom permanent, et on voit, on est, disons, comme à cheval sur un rayon lumineux qui se réfléchit. Alors ça commence, on voit un personnage qui regarde un peu comme ça, on voit un reflet dans l'œil, on rentre dans le reflet il y a un téléphone portable que l'on voit de mieux en mieux, mais il est à l'envers évidemment, tout est écrit à l'envers parce que c'est un reflet. Et on voit dans le téléphone portable un reflet du reflet, etc. etc. Et tout est correct, c'est-à-dire que les reflets impairs sont à l'envers et les reflets pairs sont à l'endroit, par exemple. J'imagine mal Marc-Antoine Mathieu s'en foutre complètement. Non, exactement, donc c'est chiadé à un niveau démentiel, et c'est une sorte de zoom incroyable pendant 9 cases sur 63 pages. D'ailleurs, comme dans une scène de Blade Runner bien connue, film de Ridley Scott, où on rentrait dans une photo à l'infini, c'était assez... On y rentre dans Blade Runner, on y rentre très très bien, mais à un moment donné, ça s'arrête dès qu'il a trouvé ce qu'il veut, mais ça zoomait énormément dans l'image. Et donc, il y a la version numérique de cette œuvre-là, où les images s'enchaînent un peu les unes après les autres. Alors, on peut régler avec un curseur, et on voit les images, on zoome dans l'image, ça s'arrête jamais, quoi. C'est même un peu stupéfiant, parce qu'on se dit, mais c'est le pixel du centre qui a été dilaté, enfin, qu'est-ce qui se passe, hein? Donc on zoome dans cette œuvre, on peut régler la vitesse de défilement, soit on zoome très lentement,
on a le temps de bien regarder, soit on zoome très vite, il y a une espèce de vertige d'ailleurs incroyable qui se crée quand ça zoome très vite. Et l'œuvre numérique permet justement de faire ce retour, parce que évidemment quand on fait ce zoom-là, toutes les informations qu'on voit dans les cases qui se succèdent, ou dans les images qui succèdent quand c'est l'œuvre numérique, elles ont un sens, elles peuvent être liées entre elles, et en fait on est en train d'avoir des informations sur un meurtre qui s'est produit, et on essaie de reconstituer qui a fait quoi et pour quelle raison. Et ça c'est intéressant dans l'œuvre numérique ou dans l'œuvre papier, parce qu'il y a cette enquête, il n'y a pas un seul mot, il n'y a pas une seule bulle, c'est juste des images qui se succèdent. C'est intéressant parce que il faut reconstituer l'image à partir de l'histoire, à partir de la succession, enfin l'histoire, l'énigme, à partir de la succession des images par ce zoom. Ce zoom, on peut aller en arrière, en avant, c'est ça qui est avantageux dans l'œuvre numérique. On peut avoir ce vertige si on fait le zoom très vite, on peut faire tout défiler en 30 secondes, et là je peux vous dire que c'est un peu stupéfiant. On peut faire tout défiler en très lentement et même arrêter, et même revenir en arrière éventuellement si on veut réexaminer des images précédentes pour réfléchir un peu à la séquence et à l'enquête. Et ce qui est intéressant là-dedans aussi, moi comme scientifique, c'est que là encore une fois, il y a un rapport à l'espace et au temps. À l'espace, il y a un lieu, il y a un ensemble de lieux dans lequel se produisent des événements qui se succèdent dans le temps, et on a la possibilité de remonter en arrière, en avant. Dans la BD, ça revient à tourner les pages en avant, en arrière. Et comme on suit ce 3 secondes, c'est un temps, ça se passe sur 900 000 km. La lumière a parcouru 900 000 km dans ses reflets successifs. En particulier, elle a été rebondir sur un satellite, enfin je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais sur un satellite en orbite autour de la Terre, elle est revenue, elle est allée sur la Lune, elle est revenue, enfin c'est passé un nombre de trucs incroyables. Et ce qui est intéressant, j'en arrive maintenant au point, pour vous donner le contexte, au point scientifique qui m'intéresse, c'est que font les astrophysiciens quand ils regardent le ciel? Ils reçoivent de la lumière qui vient d'endroits incrémentalement distants, et donc d'objets de plus en plus lointains, et donc le temps que cette lumière a mis pour venir est de plus en plus lointain. Ils observent sur ce qu'on appelle le cône de lumière, sur leur cône de lumière, l'ensemble des événements de l'univers qui ont pu communiquer de l'information à nous maintenant, ici et maintenant, au plus vite par la lumière. Et donc il y a une espèce d'ensemble de l'univers qui s'appelle l'univers observable, qui est l'ensemble de tous les points de l'espace-temps qui ont pu envoyer de l'information que nous recevons ici et maintenant. Et bien c'est exactement ce que fait Marc-Antoine Mathieu, je dirais presque sans ça. Quand je lui ai dit ça, je ne vais pas dire tomber des nues, mais il a dit ah ouais c'est pas con. Je dis ah ouais, je suis un mec malin. Et toi aussi parce que tu l'as fait tel Jourdain, tu l'as fait sans trop te rendre compte. Il a finalement fait une histoire qu'on pourrait représenter, non pas cette fois-ci comme une sorte de, empiler les cases, donc une sorte de 2 dimensions, ou comme au cinéma, on empile chaque petite vignette, les 24 images, on les empile, et il y a 2 dimensions, parce que finalement ça se passe en 2 dimensions, et puis on les empile, notre 3e dimension servant à représenter le temps. Et là il a fait sur une surface qu'on peut représenter tridimensionnelle, mais qui est une surface d'espace-temps, une hyper-surface comme on dit, et qui est le cône de lumière, des événements qui sont liés entre eux par ce faisceau lumineux, par ce rayon lumineux. Et donc voilà, c'est pour dire que la BD, elle peut, en plus, dedans il y a des éléments éventuellement technico-scientifiques, mais je pense, et c'est ça que je trouve aussi très intéressant dans la bande dessinée, la structure même de la bande dessinée derrière ça. La façon dont elle est organisée, le papier, ou quand c'est une œuvre numérique, l'œuvre numérique, elle est aussi porteuse d'un message spatio-temporel d'une façon, et qui peut être analysé ou discuté à la lumière de ce que font les scientifiques. Alors, j'ai pris les astrophysiciens, mais regardez les géologues, eux, ils ne regardent pas le cône de lumière, eux, ils creusent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont au même espace, au même lieu, et quand ils creusent, en fait, ils vont dans le temps, parce que les couches successives sont porteuses d'informations dans le temps. Donc eux, ils ne sont pas sur le cône de lumière, ils sont sur une sorte de droite spatio-temporelle, une carotte spatio-temporelle. Et c'est amusant parce que les géologues... C'est l'expression de la journée, ça, la carotte spatio-temporelle. Exactement, la carotte, c'est exactement ça. Et donc c'est très marrant de voir finalement, de mettre en parallèle comment procèdent, alors mettons les géologues, ou les paléontologues, les astrophysiciens, et puis des gens qui créent des œuvres numériques ou des œuvres papier, qui sont de la bande dessinée ou qui s'en rapprochent, quand c'est des œuvres numériques, et qui du coup sont obligés de trifouiller l'espace-temps d'une façon qui leur convient pour la narration. Et donc ce rapprochement-là, qui est disons un peu plus théorique entre guillemets, mais fait réaliser ça, qu'il y a une structure narrative spatio-temporelle très spéciale dans la bande dessinée qu'on ne retrouve pas ailleurs, et qui peut avoir des à côté, enfin des parallèles avec ce que fait la science. Moi quand j'ai réalisé ça, et c'est précisément en lisant Scott McCloud, en lisant, je vous recommande L'Art invisible, j'ai réalisé ça, j'ai dit ça c'est génial.
c'est de la théorie. Moi, je suis plutôt théoricien, alors j'aime bien, vous voyez, des fois un peu... je ne sais pas si je vous ai stratosphérisé là, mais j'ai un peu mon espoir. Vous avoir fait monter 200 ou 300 mètres en altitude, vous faire retomber lourdement sur le sol. Je suis là pour ça, en fait. Pour ça. Et donc voilà, de montrer qu'il y a, au-delà des apparences, finalement, au-delà des apparences de la BD, la BD c'est un truc de jeunes boutonneux, quoi, comme la science-fiction serait de jeunes boutonneux. Non, il y a des tas de niveaux de profondeur, y compris même dans la structure matérielle de l'objet. Un des points que tu as abordé qui m'intéresse, c'est celui justement du niveau de profondeur involontaire. Parce que moi, ça a changé ma vie quand je me suis moins pris la tête là-dessus. Au début, je cherchais à faire de la science-fiction inspirée de la hard science et de choses réelles. Et donc, je me tapais toutes les revues possibles et imaginables en essayant vainement de comprendre les choses et de les suivre. J'ai fait ça, par exemple, sur une série de SF qui s'appelait IAN. J'ai essayé de coller avec ce que j'arrivais à trouver sur l'intelligence artificielle, etc. Alors j'ai appris énormément de choses, ça a été pour moi extrêmement fondateur. Par contre, je me rendais compte que malgré ça, j'avais toujours un train de retard. C'est-à-dire qu'à peine j'étais super fier d'une de mes inventions, je commençais à dire hey, j'imagine que dans 20 ans il se passerait ça. En réalité, déjà, soit elle existait déjà quelque part, soit elle allait être beaucoup mieux que ce que j'avais inventé, soit, et c'était encore plus probable, on allait être 10 000 auteurs à avoir la même idée, puisqu'on était tous abonnés à Science et Vie Junior. Donc au bout d'un moment, la créativité, elle s'arrête à ce moment-là, elle est bornée parce que la science est capable d'imaginer. D'autant que, je me rappelle quand même maintenant, avec du recul, avoir lu un certain nombre d'articles où des scientifiques s'écrient « ça quand même, faut arrêter de déconner, ça ne sera jamais possible ah ». Ouais. Et puis 20 ans plus tard, il y a écrit « bon alors, contrairement à ce que nous disions à l'époque, d'ailleurs souvent ils ne le rappellent pas, on s'aperçoit qu'en fait si c'était possible, ah oui mais d'accord, mais il fallait changer tel facteur, mais on ne nous l'avait pas dit ». Bon, donc en fait on se rend compte que même les scientifiques hard science peuvent se surprendre eux-mêmes. Donc quand je me suis rendu compte que je serais toujours en retard, toujours à la traîne là-dessus, j'ai opté pour la fameuse licence poétique qui est bien pratique. C'est-à-dire qu'en fait, on invente ce qu'on veut en disant c'est fun. Donc si c'est fun, ça existe. Et avec un peu de chance, un jour, un scientifique déguisé en méchant de Black et Mortimer va venir vous voir en disant mais oui, ce que tu n'as pas saisi toi-même dans ce que tu as dit et qui est très pertinent, c'est que. Et là, il est toujours temps de dire mais je le savais mon ami, bien entendu que je l'avais prévu. Alors qu'en général, on est soi-même un peu genre oh mais putain, mais comme je suis trop un winner. Alors, exemple avec les derniers jours d'un immortel que j'ai scénarisé pour Gwen de Bonneval, il y a la scène, alors d'ailleurs c'est une leçon d'humilité, hein. Moi j'ai inventé un monde super cohérent avec des questions éthiques et morales vachement profondes sur l'immortalité, les clones, blabla. Le seul truc que tout le monde a retenu, c'est la fameuse piscine verticale. Bon, ben voilà, il y a à un moment donné une petite scène idiote où on voit des gens nager dans une espèce de piscine en biais. Et tout le monde a adoré ça, en disant mais oui, mais je veux nager dans cette piscine verticale. J'ai dit oui, je l'ai inventé parce que je trouvais ça rigolo, que j'aimerais bien que ça existe pour nager dedans. Mais elle n'a aucun intérêt dans l'histoire. C'est ce qui a le plus marqué tous les lecteurs. De là à dire qu'elle va exister. C'est l'échec total. Voilà. Mais non, mais c'est intéressant. Ça peut exister, puis une verticale. Ça dépend comment sont les gars qui marchent à côté. Et ben voilà, c'est ça, exactement. Voilà, en plus, c'est différents plans, ils sont horizontaux, verticaux. Ah non, mais je pourrais te montrer, on peut imaginer un truc. Donc voilà, donc ça peut exister. Pas vertical. Mais en tout cas, j'ai plus intérêt à ne pas trop y réfléchir. Bizarre, voilà. Ce qui m'intéresse dans ces cas-là, c'est la science-fiction. Dans ce qu'elle a de prospectif, mais plus au niveau éthique, je reconnais. C'est qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est de dire à un moment donné, allez, je pars de ce que je connais, à savoir, je vois bien qu'il y a une tendance chez moi, addictive d'ailleurs, à vouloir répondre à mes mails tout le temps. Tout le temps. Et qu'est-ce que ça cache derrière? Je crois que ça cache le fait que j'ai envie de vivre 15 vies en une seule, puisque je voudrais être en train de répondre à mes amis, à ma famille, à mes potes ici. Sauf que c'est une illusion, parce qu'en fait, je fragmente le temps pour donner l'impression que je suis partout. N'empêche qu'il y a fondamentalement un fantasme d'ubiquité, un fantasme d'éternité. Et donc à partir de là, je ne vais pas commencer à me dire comment j'arriverai à ça, parce que je m'en fous un peu du comment, et en plus je ne serai pas pertinent là-dedans. Je vais me dire, imaginons que ce soit possible, dans 400, 500 ans, je m'en fous. D'ailleurs, avec Gwen, on ne s'est pas pris la tête, on l'a dit avec des ondes, parce qu'on s'est dit, tiens, allez, physique quantique, la musique des cordes, machin. Les ondes, les vibrations, hein, ça sonne. Les ondes, on sent que ça. Voilà. Puis en plus, ça vous fait un peu peur, les ondes. Et en plus, ça rejoint. Les téléphones portables, vous savez, ça fait des ondes. Voilà, exactement. Donc ça transforme. Et là, il y avait un truc génial. D'ailleurs, excuse-moi, un truc génial, c'est j'ai lu récemment, on pouvait, au lieu de faire du Wi-Fi pour les téléphones, les ordinateurs portables, le Wi-Fi, c'est des ondes. Donc, on va faire du Li-Fi. On va utiliser de la lumière pour communiquer entre les téléphones portables et entre les ordinateurs portables et la borne qui vous connaît sur Internet. Et là, c'est beaucoup mieux que de la lumière, parce que la lumière, c'est pas des ondes. C'est ça qui a été écrit mot pour mot. Alors que la lumière, ce sont des ondes électromagnétiques. Hein, comme les ondes électromagnétiques de la Wi-Fi, de votre téléphone portable, c'est des ondes, mais c'est des ondes qu'on voit.
alors que les ondes électromagnétiques, on les voit pas, c'est tout. On va Donc ça sauter m'a dans fait des... bien rire. Quoi, Chez nous, ça va être des boîtes de ondes, nuit c'est bien. maintenant. Il va y avoir des flashs C'est comme il y a partout. l'onde- Débranche la Li-Fi. dans Black et Mortimer, il y a les ondes pour le comment ça s'appelle pour la marque jaune. Il utilise les ondes. Je sais pas Exactement. quoi. L'onde méga. Voilà, l'onde Voilà. méga. Ça, c'est un super nom, par exemple. Les ondes méga. Voilà un autre qui s'est pas fait chier, tiens. Oui, mais c'est la classe. L'onde méga, on sent que c'est quand même. Ouais, ça fait un peu Ça fait un peu dangereux, stress, mais ouais, un c'est petit ça. peu rapide quand même. Hein. C'est ça, ouais, c'est vrai. Et pour ta piscine, tu pourrais faire une. Non, je dis ça, mais. Que je vais installer dans, Ouais. dans mon Non, jardin. le mieux, je pense, ça serait une piscine sphérique. Tu Ah te oui. mets en impesanteur, tu fais 50 mètres cubes d'eau en impesanteur, ça fait une sorte de sphère d'eau, et tu rentres d'un côté, tu sors de l'autre, et tu es au Ils l'ont milieu de ils l'ont l'eau. fait dans Angry Bird, Ouais, on est ouais. déjà en retard. C'est déjà en retard, merde, ouais. C'est des malins, Angry Bird. Ils ont tout fait. Je vais me permettre de vous couper un peu. Vous avez vas-y. compris que nos intervenants, Alors, s'il te plaît, j'avais quelque chose à rajouter. on pourrait les laisser discourir pendant des heures. Maintenant, il nous reste à peu près 5 minutes et je me disais que ça pourrait être intéressant que vous leur posiez quelques questions. Intéressant, tu veux dire les gens dans la salle? Mais non, allons. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a un micro qui peut circuler? Voilà. Il est là-bas. Et il y a quelqu'un devant, déjà. Peut-être c'est la seule personne qui posera une question, mais... Bonjour, donc merci pour cette, Bonjour. pour cette conférence très, très éclairante sur les rapports et très déconnante aussi parfois, mais ça fait plaisir sur les rapports entre la science et la BD. Moi c'est vrai que, et Roland ici présent le sait, je suis très intéressé justement par ces rapports-là, mais dans les comics, vu que c'est, je vais pas dire mon métier, mais ma formation plutôt, et ce que je trouve intéressant dans les comics, quand vous avez évoqué Superman, c'est que justement, Superman c'est un héros qui a, enfin un super-héros, qui a des décennies d'existence. Et donc du coup, les rapports par rapport à ses pouvoirs et à la science, ils évoluent beaucoup par rapport aux scénaristes et aux dessinateurs qui travaillent dessus. D'autant que chez DC Comics, les arcs narratifs et les reboots, il faut un plein flacon d'aspirine pour arriver à suivre. Mais par exemple, on s'est retrouvé en 38, dans les premiers récits de Superman, d'Action Comics, on s'est retrouvé avec une planche énorme et c'est d'où viennent les pouvoirs de Superman. Et les auteurs nous disent, bah regardez, Superman il peut sauter vachement loin et il peut soulever des voitures. Mais c'est pas si bête que ça parce que regardez, sur Terre, les fourmis elles peuvent porter leur poids des dizaines et des dizanes de fois. Enfin, et les super criquets- fourmi. Voilà, et les criquets ils sautent super loin. Et du coup, il nous faut passer ça ils font l'analogie de dire, bah regardez, ce qu'on dit là, ça se trouve aussi sur Terre, donc finalement c'est cohérent. Alors qu'en fait c'est pas plus cohérent que ça, mais ça passe du moins pour l'être. Et il y a un autre exemple qui m'a frappé là tout récemment, parce que je feuilletais à la librairie et je feuilletais mes propres comics aussi, l'évolution par rapport au costume de Superman. Il y a des arcs narratifs où le costume de Superman, il est clairement tricoté par sa maman. Voilà, c'est bon. Mais Clark Kent, super tricoté Il a en toujours un son quart de slip sur seconde. son pantalon. Oui, voilà, c'est ça. il a toujours son slip sur son pantalon, Ça, c'est exactement. vraiment, Et bon, j'ai une hypothèse là-dessus, mais on en parlera. Il a en enfilé magnéto, super si vous vite. voulez. Mais en fait, et maintenant, il y a eu des versions, et c'est le cas maintenant dans la nouvelle mouture de Supergirl qui est sortie il n'y a pas tellement longtemps, où le costume des Kryptoniens, et donc de Supergirl, il est partie prenante du personnage, c'est-à-dire que donc là on n'a pas vraiment le scientifique chauve, mais on a le capitaliste chevelu qui capture Supergirl et qui lui retire son costume pour étudier son costume. Quelle honte! Et il s'avère, c'est terrible. Et il s'avère justement qu'il y a plein de scientifiques chauves qui étudient son costume et qui se rendent compte Ouais, bien que, sûr, ils que étudient le son costume costume. est indestructible. Oui, entre autres choses, ils étudient son costume et ils se rendent compte donc que le costume est complètement indestructible. Ils le soumettent à des pressions monumentales, le costume ne se déchire pas et donc tous les scientifiques chevelus se disent oh là là, on est arrivé à un tissu extraterrestre qui n'a aucun équivalent sur Terre et donc du coup c'est de là que viennent ses pouvoirs, alors que dans la même BD, Superman explique à sa cousine donc que ces pouvoirs qui l'affolent tellement, parce qu'effectivement sur Krypton, dans cette version-là, les gens n'ont pas ces pouvoirs-là, et Superman lui dit mais en fait c'est parce que nous sommes sensibles au soleil de ce monde, et donc Là, c'est la cohérence, voilà. Il y a plusieurs arguments pour justifier la même chose. Alors, évidemment, les BD, la bande dessinée, le cinéma ou la science-fiction ne s'embarrassent pas toujours de cohérence, évidemment. C'est ça. Il peut y avoir plusieurs arguments pour la même chose, des arguments eux-mêmes orthogonaux entre eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à voir, qui se contredisent. Bon, ça, évidemment, c'est classique, mais c'est pas... Et puis, forcément alors, très grave. il y a aussi un plaisir coupable parfois
à renouer avec ce type d'explication. Je vais être obligé là de m'humilier un petit peu parce que dans un des derniers Spirou que j'ai écrit avec Johan, il y a un moment donné où on a une explication qui est à peu près digne du coup de la fourmi qui porte 1000 fois son poids. Mais on l'a fait vraiment en l'assumant, un peu avec ce goût qu'on a pour les très vieux films en noir et blanc, où on pouvait se permettre des choses dans la narration qu'on ne se permettrait plus maintenant, comme par exemple tous les porteurs noirs qui tombent des falaises dans les films de Tarzan. Heureusement qu'on ne le fait plus. Mais quand on était enfant, on riait beaucoup, on disait hey, tous ces gens qui meurent, c'est très drôle. Bon, heureusement, les études postcoloniales sont passées par là. Mais de temps en temps, on se permet un petit plaisir coupable. Je l'ai fait sur le 52 de Spirou, où par exemple, à un moment donné, parce que je voulais que l'image soit forte et que je voulais que Spirou, qui a muté dans cet épisode, je voulais qu'il soit sur la Lune sans combinaison. Parce que je trouvais que c'était plus beau à voir, une espèce de groom-garou qui court sur la surface lunaire, ça me plaisait, voilà. Et donc j'ai réussi à ressortir une vague information débile du style les tardigrades, qui font genre un quart de micromillimètre, peuvent survivre dans l'espace. Donc à un moment donné, un personnage dit « Mais est-ce que Spirou ne devrait pas imploser sous l'effet de… » Et quelqu'un fait « Non, car il existe, c'est Champignac en plus j'ai honte, qui fait « Bien non, car les tardigrades par exemple survivent dans l'espace. » Et en dessous on a marqué « Authentique ». Mais en réalité, c'est vraiment du gros foutage de gueule. Il sourit, mais il s'endort. Voilà, mais c'est tellement fun de temps en temps de pouvoir jouer avec ces règles. Et là encore, effectivement, si on devait aplatir ce qui est Superman à la stricte réalité, il n'y aurait pas Superman. Donc à un moment donné, on se permet ce genre de petite trivialité qui consiste à écrire n'importe quoi. Merci. Y a-t-il une autre question? Quelqu'un a-t-il derrière, là. Donc moi j'en étais resté aux histoires débiles de robots avant les choses intelligentes. D'accord. Et j'en étais sur Naoki Urasawa dans 20th Century Boy, si vous connaissez. Oui, oui, tout à fait. Alors lui c'était pareil, c'était le robot et au final c'était bon bah le robot qui marche c'est pas possible, le robot qui fait des choses c'est pas possible, on a un gros machin sur des chenilles et c'est tout, il fait rien. Voilà, comme et ça à la c'est fin, il pratique. explose parce qu'il est nul. Voilà, c'est une bombe en fait. On va dire c'est un peu ça. Mais c'est intéressant parce que j'ai lu, pour préparer mon histoire de robot géant, j'ai lu des choses sur les… En fait, une partie de mon histoire va se passer en Inde parce qu'en fait, j'imagine que les robots ont été utilisés dans les années 70, qu'il y a eu un accident nucléaire, du coup, on les a démantelés en Inde parce que, après tout, on le fait avec le Clémenceau, pourquoi pas avec des robots géants nucléaires. Donc, à un moment donné, une partie de l'histoire se passe en Inde et je m'intéressais au rapport en Inde avec les robots. Alors, il se trouve qu'ils ont un intérêt très fort pour les automates et les robots, en particulier au moment des fêtes de Ganesh. Parce que chaque année, il faut faire une espèce d'animation qui ressemble plus à des marionnettes en fait, hein, mais avec des robots, etc., pour présenter des scènes mythologiques, en particulier autour de Ganesh. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils expliquaient que quand il s'agit par exemple de Ganesh lui-même, qui est la figure divine principale, elle n'est jamais animée. Par contre, c'est tous les petits saints, démons, petits dieux autour qui sont animés comme des marionnettes. Pourquoi? Parce que le vrai pouvoir n'a pas besoin de bouger. Ça, je trouve ça vachement intéressant, que quelque part, le vrai pouvoir, c'est de dire, par exemple, si maintenant je disais « Hey, je veux un café » et qu'on me l'apporte, et que j'ai pas bougé, c'est bien une preuve de pouvoir. Le fait qu'en réalité, je vais devoir me lever et aller le chercher est bien la preuve que je n'ai pas ce pouvoir. Et heureusement d'ailleurs, parce que ça me rendrait dans le cas présent un peu puant. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que eux, l'idée que ça soit forcément parce que ça bouge et que c'est rapide, que ça a du pouvoir, c'est l'antithèse de leur façon de voir les choses. Ce que je trouve du coup assez intéressant. Et soit dit en passant, Urasawa, effectivement, il faut à tout prix le lire, c'est un des très très grands narrateurs en manga actuellement, avec 20th Century Boys, avec Monster en particulier. C'est pour moi en tout cas un des modèles à suivre, bien entendu. Merci. Une dernière question, là, ouais. il y avait quelqu'un Alors, bonjour, Bonjour. avez partiellement en avance répondu à ma question en parlant du temps, mais ce que je voulais vous demander, c'est qu'est-ce que peut dire la bande dessinée de la science que ne peuvent pas le roman ou le cinéma? C'est quoi la spécificité? Ça va être une question difficile. Hein. C'est une question qu'on se pose dans plein de cas et pas que dans la science. Hein. Je me rappelle de quelqu'un une fois qui, un peu par défi, mais il n'avait pas tort, m'avait dit: est-ce que vraiment un jour la bande dessinée sera capable d'autre chose que des trucs bêtifiants et idiots? Parce que pour lui, rien ne serait à la hauteur, par exemple, de Primo Levi et Si c'est un homme. Alors forcément, quand on te balance ça dans la tête, oui, tu as du mal à dire bah si, moi mes histoires avec des robots géants, c'est aussi bien que Primo Levi. Non. Alors oui, effectivement. En fait, moi j'ai l'impression que ça joue sur un aspect émotionnel visuel qui me semble avoir sa spécificité. C'est vachement compliqué d'expliquer pourquoi. Puis en science, il y a des fois, comme on dit, un bon dessin vaut mieux qu'un long discours.
Oui, pour la Alors, science, c'est vrai. Alors évidemment, si c'est un graphique technique, etc., bon, c'est plus vraiment de la bande. Enfin, les manuels d'utilisation d'un caméscope, c'est pas tout à fait de la bande dessinée, même si ça peut être. En même temps, c'est beaucoup iconifié. Et puis il y a des pages où n'importe quelle langue est censé comprendre. N'importe quel lecteur est censé comprendre comment ça fonctionne, uniquement avec les petits dessins. Mais il y a bien sûr des petites pages en japonais, en svenska, en ruski, en tout ce que vous voulez derrière, mais en ch'ti. Mais il y a un jeu dont toutes les règles sont traduites, je vous recommande, ça s'appelle Mo, et un jeu avec des vaches, ça s'appelle Mo, et qui est traduit en je sais pas combien de langues, dont le ch'ti. Je vous recommande d'aller Traduit en ch'ti. traduit en ch'ti. Donc c'est pour dire que on met des petits dessins pour comprendre, quoi. C'est pas de la bande dessinée, c'est peut-être des icônes. Après, il peut y en avoir plusieurs quand on démonte un truc. Alors on a les petites vis qui sortent, le capot qui a l'air de se soulever un peu, puis l'image suivante, on voit le truc au-dessus. Bref, c'est une manière de bande dessinée pour expliquer un geste technique à faire. Donc je pense que la bande dessinée, elle peut faire des choses que ne peuvent pas faire d'autres supports. On pourrait mettre une petite cassette, une petite vidéo, mais la petite vidéo, comment je la lis quand je suis avec mon caméscope devant le truc? Il faut le mettre dans le caméscope et il faut comprendre la vidéo pour lire le... Bon, je peux pas le faire. Et regardez par exemple, alors ça c'est un autre exemple, et je l'ai vu tout récemment encore, ça a frappé des gens qui m'ont posé la question. Vous avez peut-être vu Gravity, il y a plein de choses à dire sur Gravity. Mais dedans, par exemple, à un moment donné, elle est dans la merde tout le temps, la fille. Mais elle sort le manuel, elle sort le truc écrit, puis elle tourne les pages, il y a des dessins dedans. Et on se dit, mais attendez, c'est la super techno, c'est l'espace et tout, les gars, ils ont... Et oui. Parce que ça tient. Ça fonctionne même quand le courant électrique ne fonctionne pas. Ça, il suffit de le lire, on comprend. Il y a des petits dessins, c'est écrit en russe, mais si on a un peu l'idée de l'ambiance quand même, on peut s'en sortir, même si c'est écrit dans une autre langue. Et parce qu'on connaît un peu l'ambiance, évidemment, on s'est entraîné, on ne va pas comprendre tout ça, mais il y a des petits dessins pour comprendre les choses et pour comprendre vite les choses. Et donc, d'une certaine façon, le dessin, c'est vraiment, alors du coup peut-être la bande dessinée, c'est vraiment un moyen peut-être de faire passer des sciences et de discuter de sciences de manière tout à fait différente du reste. C'est vrai que le dessin, en réalité, est le seul langage réellement international. Quand on dit que la musique est le langage international par excellence, c'est pas tout à fait juste. C'est un langage qui permet de procurer des émotions à des gens partout dans le monde, mais ça ne sera pas forcément la même émotion dans un pays ou un autre. Par contre, on peut créer une émotion. Le seul véritable langage international, c'est le dessin, pour peu tout de même que la personne en face ait une notion un peu de décryptage de dessin. Quelqu'un qui n'aurait jamais vu de dessin aura peut-être du mal à rentrer dedans. Mais en moyenne, c'est possible. Ça rappelle, on pourrait, alors c'est parti, on est mal barré. Oui, il faut qu'on arrête. Mais... Il y a une autre idée là-dedans, c'est que il faut, enfin, je ne peux pas élaborer vraiment parce que je ne suis pas un spécialiste de ça, mais j'avais suivi un séminaire là-dessus très intéressant il y a quelques années d'histoire des sciences. En gros, quand Champollion a décrypté les hiéroglyphes, on s'est dit mais c'est absolument génial. Cette langue, finalement, et tout ce qu'on voit maintenant des Égyptiens, tout ce qu'on voyait à l'époque des Égyptiens, on s'est dit c'est génial, c'est justement la langue universelle. C'est une langue de dessin et tout le monde peut la comprendre. Et il y a eu toute une série de choses qui s'appellent les emblèmes, c'est-à-dire des gravures, des dessins qui racontent une histoire dans un seul dessin. Quand je dis raconte une histoire, c'est-à-dire il pourrait y avoir un l'œil de Dieu, une lumière, un gars qui fait je sais pas quoi, il a un morceau de laurier dans les mains, il est en train de mettre... Non, il y a des symboles qui sont représentés dans un seul dessin. Et ce dessin, on peut le lire, on pensait que ce serait une histoire ou une morale ou quelque chose, un thème, un concept qu'on peut faire passer par un seul dessin intégrant tout ça. Quand on lit ces emblèmes, vous prenez un emblème devant vous, le regardez, vous ne comprenez rien du tout. Parce que les codes de lecture ont complètement disparu, on ne sait plus les lire. C'est un peu comme la langue maya, qui est une langue graphique, avec des machins posés, on regarde et dit, ouais, c'est pas mal, ils se font des beaux dessins les mayas. Oui, sauf que c'est un texte qui est devant vous. Et donc voilà, il y a cette idée-là que le dessin pourrait être une langue universelle, peut-être pas, en tout cas ça peut se comprendre, en tout cas les icônes de Windows, de Mac, de qui vous voulez, on essaie que ça soit compréhensible pour tous les utilisateurs dans le monde. Il est foutu. J'ai juste une dernière chose, tant qu'on a le micro, de toute façon, c'est le pouvoir, c'est l'immobilité, je l'ai dit. Non, juste deux choses très rapides. Cette question d'une image qui soit perçue par n'importe qui, c'est exactement celle qui se pose pour les déchets nucléaires, puisqu'ils sont en train d'inventer des images qui puissent être comprises dans 10 000 ans, qui disent « n'ouvrez pas ». C'est dangereux. Sauf qu'on se rend compte que c'est compliqué de faire passer ça par juste un air courroucé, genre vous allez être irradié, ça passe pas. Et juste dernière chose, peut-être qu'un intérêt quand même de la bande dessinée, c'est que ça fait appel aux deux hémisphères du cerveau. Le droit, le gauche. Et la lecture n'est pas la même façon de décrypter que l'image. Et donc peut-être que là, il y a quelque chose à aller chercher. Je laisse ça ouvert, j'ai pas de réponse à ça. Je remercie grandement de tout.